Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Ici, on a des bonnes conversations avec des personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux le monde, les autres et nous-mêmes. Qui nous encouragent à ouvrir les yeux, même quand ça fait peur parfois, tout en gardant espoir quand même. Salut chers auditeurs. Voici la dernière partie de cette série d'entretiens avec Myriam Baafou, philosophe écoféministe, autrice du formidable Héros politique, dont nous explorons la dernière partie pleine de pratiques concrètes. Parce que oui, après avoir démonté le désir conquête et composté notre ego, reste cette question essentielle. Que faire ? Comment jouir sans nuire à personne ? Enfin, peut-être qu'elle ne le formulerait pas comme ça, mais disons, comment inventer des pratiques héropolitiques concrètes, c'est-à-dire des façons de nous relier au monde et aux autres, qui augmentent notre puissance de vie et ne détruisent pas celle des autres. On va parler de psychédélisme, de jeûne, de danse, on va critiquer la communication non violente. Pas besoin d'avoir écouté les autres épisodes pour se lancer dans celui-ci. Si des mots, des concepts vous échappent, accrochez-vous. Pas besoin de tout capter pour être emporté par la pensée de Myriam Baafou. Bonne écoute. Salut Myriam Baafou. Salut Victoire. Donc, je rappelle, si vous prenez cet épisode en cours de route, pas forcément besoin d'écouter les deux précédents, que tu viens de signer ce chef-d'œuvre héropolitique, écoféminisme, désir et révolution, qui est paru aux éditions Le Passager clandestin, que tu es doctorante en philosophie à l'Université d'Ottawa au Canada, ainsi qu'en France à l'Université Jules Verne d'Amiens, et que donc tu vas soutenir ta thèse bientôt, et que tu as déjà publié un autre livre avant qui s'appelle Des paillettes sur le compost, sur des pratiques aussi écoféministes au quotidien, et que on a beaucoup parlé dans nos conversations précédentes de l'inconfort, du fait que vivre des sensations agréables, c'était pas forcément le but à rechercher dans la vie, qu'il fallait réinvestir la question du désir, qui peut être autre chose que le désir conquête, et que toutes les questions là qu'on se pose sur comment on habite dans nos corps, comment on se connecte avec d'autres êtres vivants, c'est ça aussi l'écologie en fait, et c'est pas juste comment est-ce qu'on fait pour préserver nos ressources pour un monde soutenable. Voilà. Toi, tu appelles à ce qu'on crée une nouvelle façon d'habiter, de désirer, de voir le monde, et ça passe par nos corps, et ça passe par les pensées et les pratiques queer et décoloniales. Bien. C'est bien résumé. Bon. J'ai essayé. Et donc, je te proposais de maintenant aborder cette question de comment jouir sans nuire à personne. Et je sais que ça te fait un peu tiquer cette expression, parce que c'est pas non plus exactement ça que tu dis. Le plaisir, c'est vraiment quelque chose que tu remets au centre. Donc tu te dis, c'est important de se redemander qu'est-ce qui nous fait plaisir, de quelle façon on est connecté à toutes nos sensations avec le monde, etc. Et donc, une question féministe qui a été centrale ces dernières années, c'est la question de la violence. Qu'est-ce qu'on fait face à la violence ? Et tu fais une critique qui m'a un peu déconcertée des normes en fait qu'on a inventées dans les milieux féministes pour notamment faire face aux violences sexuelles, et pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des relations qui soient débarrassées le plus possible de la violence. Par exemple, dire ses besoins, ses limites, mettre vraiment l'accent sur le consentement, sur la recherche du consentement, etc. Toi, tu dis, ok, mais c'est fait selon des normes bourgeoises et blanches, en gros. Est-ce que tu veux bien nous expliquer cette partie-là, s'il te plaît ? Alors, la troisième partie du livre, c'est la partie la plus... celle qui suscite le plus de discussion et de polémique. Peut-être pour les personnes qui hésitent un peu à lire le livre ou pas, je pense que c'est important de dire que la première partie, elle est quand même assez théorique. Oui. La deuxième partie, un peu moins, elle est plus sexy, mais quand même. Et la troisième partie, c'est celle qui est vraiment axée sur les expériences. Donc là, en gros, pendant les deux premières parties, j'explique ce que c'est le désir conquête. Ensuite, je dis, en fait, une des solutions, c'est de composter l'ego et d'être beaucoup plus fluide. Et qu'en fait, la fluidité, la translucidité, c'est un paradigme plus intéressant pour faire de l'écologie intime et érotique plutôt que la rigidité et l'individualité. Et en troisième partie, je dis, c'est bien joli d'avoir parlé de tout ça, ça reste quand même très théorique. Donc, si moi, j'écris un livre sur héropolitique, il faut à un moment donné que je donne concrètement des pistes. Et que tu donnes de ta personne. Et de ma personne. Et donc, toutes les pistes que je donne, c'est important de dire que c'est des pistes qui sont même pas des attraits intellectuels, mais vraiment des choses qui existent dans ma vie depuis des années. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai éprouvées, qui existent dans ma vie, qui ont du sens. Et en ça, c'est pour ça que c'est situé. Et donc que c'est limité. Ça veut pas dire que c'est limité dans le sens où c'est faible, théoriquement. Ça veut simplement dire que...
l'expérience que je raconte, elle épouse les contours de ma propre expérience aussi. Que je considère que ça a une vocation à déstabiliser et à faire réfléchir, mais en aucun cas que je souhaite universaliser la plupart de ces pratiques-là. Donc, on peut peut-être lister déjà maintenant les 4 pratiques que je donne. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'elles ont un ordre un peu décrescendo, que j'avais pas du tout conscientisé à l'écriture. Mais donc, la première, c'est le BDSM. Le deuxième, c'est les psychédéliques. Ensuite, c'est le jeûne. Et ensuite, c'est la danse. Donc, je considère que c'est les pratiques des moins accessibles aux plus accessibles au final. Et donc, pour introduire en fait tout ça, j'ai besoin, dans cette partie-là, d'expliciter ce que j'entends par expérience. Et ça me demande de faire un examen assez critique, en effet, de la façon dont, depuis quelques années maintenant, il me semble que ce qu'on appelle la psychologie féministe, donc vraiment l'idée que prendre soin de notre santé mentale et prendre soin de de nos imaginaires, de nos fantasmes, de notre psyché, apprendre à connaître même son inconscient, si ça veut dire quelque chose. Tout ça a tout à voir avec les systèmes de domination dans lesquels on vit. Et qu'on ne peut pas penser la santé mentale en dehors du patriarcat, par exemple, et des relations hétérosexuelles qui, sous le patriarcat, sont pétries de domination, de violence, etc. Bon, jusque-là, c'est super. Enfin, moi, plutôt, j'embarque dans ce projet-là. À mon sens, le problème, c'est que cette psychologie féministe-là, elle a beaucoup d'éteint sur pas mal de milieux, et notamment les milieux queer féministes que je fréquente. Donc c'est important de situer ma critique vraiment à cet endroit-là. Moi, ma critique, je suis pas en train de la faire pour des romans Polanski et compagnie. Je suis pas en train de peut-être sur des plateaux télé pour inviter tout le monde à faire ça. Par exemple, je ne pense pas que ma définition du consentement, donc que j'appelle consentement du risque, on y viendra, soit entendable actuellement, par exemple, dans l'éducation sexuelle à l'école. Oui, voilà. C'est important de dire ça, je pense. Bien de piger déjà le consentement positif, là, ou verbal, affirmatif, positif, affirmatif et tout. Et ensuite, on peut complexifier la question, mais bon. Pour moi, quand on est queer, par exemple, ça n'a pas de sens de faire du consentement affirmatif quasiment du tout. Mais je vais expliquer pourquoi. Okay. En tout cas, c'est pas quand on est queer, encore une fois, en tant que je suis X ou cela. Pour moi, c'est queer quand on est activement en train de s'essayer à défaire les normes humaniste de la société dans laquelle on vit, et en particulier en attaquant de front le régime sexe-genre, quoi. C'est ça pour moi être queer, donc c'est long. Mais si on est ça, pour moi, le consentement affirmatif, à mon sens, n'a aucune pertinence chez nous. Même, il a plutôt gangréné en fait les milieux militants que je fréquente sous un paradigme de la sécurité et de la réassurance, qui me semble consolider en fait une espèce d'utopie libérale où en fait chaque individu est vu, reconnu, et ses besoins et ses limites sont parfaitement saisis et on y répond. Donc, pour faire un petit retour sur tout ce que je viens de dire là, qui était quand même très chargé et dense, le truc des besoins et des limites, pour moi, ça a été invité par la psychologie féministe. Donc, plus en fait les personnes autour de moi ont commencé à faire des thérapies, hommes et femmes par ailleurs, plus en fait on a commencé à comprendre que il fallait un peu mieux habiter ses émotions, reconnecter avec ses émotions, comprendre que ces émotions étaient le symptôme de réactions qu'on avait, qui parfois étaient traumatiques, qui venaient de notre éducation, etc. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les théories de l'attachement sont devenues de plus en plus célèbres, presque jusqu'à, moi je le sais, mes sœurs sont sur Tinder par exemple, des fois je regarde sur leur profil, les mecs disent le type d'attachement qu'ils ont, quoi. Donc genre évitant, attachement anxieux, attachement ambivalent, machin. Il y a plein de théories là-dessus sur TikTok. Ouais. Donc c'est vraiment un truc à la mode. Je suis pas en train de parler d'un truc c'est très niché, qu'en fait il y a que les psys qui en parlent. Pour moi c'est important de considérer que là on parle d'un truc que tous les gens dans le féminisme c'est de hot take, genre vraiment tout le monde parle de ça. Et donc moi ce qui m'intéresse en fait là-dedans c'est qui récupère en fait ces théories, qui en bénéficie et qu'est-ce qu'on en fait. Donc la théorie de l'attachement c'est un truc, on va pas refaire toute l'histoire, mais en gros ça dit juste que dans votre enfance, donc vraiment vos premières années de naissance, vous avez bénéficié ou non d'un caregiver, donc une personne qui vous a donné du soin. Ça peut être un parent biologique ou non, d'ailleurs, on s'en fout. Mais selon si vous en avez bénéficié ou pas, vous allez développer un style d'attachement. Et vous avez 2 styles d'attachement qui est sécure ou insécure. Dans le style d'attachement sécure, ça veut dire que vous avez eu cette figure-là de confiance qui était autour de vous et qui vous a rassuré. Dans l'autre cas, ça n'a pas été présent et donc vous développez un style d'attachement insécure qui est donc ce que tu as dit là, désordonné, anxieux, évitant, etc. Il y en a 4, je pense, pas beaucoup. Bon, une fois qu'on a dit ça, ok, c'est super, sauf que pour moi, ces théories de l'attachement-là sont devenues désormais le moyen privilégié, sinon unique, en fait, de se présenter comme une personne déconstruite, ou en tout cas qui est en train de faire un travail thérapeutique sur la façon dont les oppressions systémiques agissent, notamment dans l'enfance, parce qu'évidemment que ceux qui sont plus, par exemple, attachements évitants, ça va être plus des hommes, parce qu'ils vont avoir plus de peur de l'engagement, alors que les attachements anxieux, donc ça veut dire peur de l'abandon très très forte, ça va être plus des femmes. Donc ça c'est super, par exemple, que le féminisme soit superposé à ces théories-là, parce qu'on permet vraiment de comprendre la façon dont on se lie aux autres depuis, en fait, le patriarcat. C'est pas que des histoires de comment on a été élevé, c'est
c'est vraiment au-dessus. Moi, j'ai fait tout un épisode du Cœur sur la table qui s'appelle L'ingénieur et l'infirmière, qui était exactement sur ça, où je reliais ces deux trucs-là, parce que ça me semblait utile de voir les relations sous ce prisme-là, pour arrêter de se dire justement ah bon, mais c'est parce que j'ai un problème d'attachement et tout. Non, t'as un problème de patriarcat en fait. Oui, voilà. Mais c'est lié. En fait, l'attachement sous le patriarcat. Exactement. En fait, le patriarcat est une théorie de l'attachement insécure, on pourrait dire. Enfin, vraiment. Théorie de la déconnexion des petits garçons et une théorie de la survalorisation du care chez les femmes. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, mon problème, c'est que ça crée une culture, vraiment, je pense qu'on peut dire ce terme aujourd'hui, où la thérapie, déjà, est valorisée en soi. Donc moi, par exemple, je prends mes sœurs comme exemple parce qu'elles sont beaucoup plus dans un monde non militant, en fait, que moi, où, par exemple, un homme qui va mettre « je suis en thérapie », etc., c'est plutôt green flag. Donc c'est plutôt cool qu'un homme soit dans des process de thérapie. Pour les femmes aussi, mais en tout cas, dans le rapport hétérosexuel, il faut que les hommes se soignent. Donc moi, j'entends beaucoup « allez vous faire soigner, allez voir des thérapeutes, etc. » Donc déjà, pour moi, il y a un endroit où c'est très compliqué de dire ça juste en termes de validisme, en fait. Encore une fois, dans l'idée que on est dysfonctionnel, qu'en fait, le patriarcat nous a rendu dysfonctionnels et qu'une thérapie, souvent en fait verbale, va nous permettre d'être mieux. Par ailleurs aussi, ça fait comme si la thérapie était le seul endroit de transformation, et notamment politique, ce qui me pose un gros problème aussi, parce que ça reste quand même ça reste inaccessible, quoi qu'on le dise. C'est pas son but, en réalité, thérapie, souvent. La transformation politique. Absolument. Ouais. Moi, je dis, franchement, je le répète, c'est pas les théories de l'attachement avec lesquelles j'ai un problème, c'est leur réception actuelle dans le milieu militant et même féministe en général, et quel crédit elles donnent. Et c'est là où c'est problématique, où en fait, ça devient presque l'unique prisme par lequel en fait, on va avoir des relations. Donc moi, par exemple, dans mes relations personnelles, j'ai déjà eu des partenaires qui m'ont dit moi, si j'ai ces comportements-là, c'est parce que je suis tel truc. Et en fait, ce que ça veut dire donc pour nous, et là, je m'identifie vraiment aux personnes qui n'ont pas cette culture-là, qui n'ont pas particulièrement d'intérêt à la psychologie et qui considèrent qu'il existe d'autres moyens de transformation à la fois individuelle et collectif, qui soient politiques et qui soient presque révolutionnaires. En fait, ça nous demande d'aller lire les bouquins, d'aller s'éduquer. En fait, c'est ça qu'on nous dit. En fait, éduquez-vous sur cette question-là, de sorte à comprendre en fait ce que les personnes veulent dire par là. Et en fait, souvent, pour moi, les personnes qui vont chercher quelque chose, alors que c'est des théories qui sont à la base quand même plus à l'endroit des minorités et tout, enfin, c'est quand même étonnant qu'il y ait un tel renversement. Pour moi, ce sont des personnes blanches, souvent par ailleurs de milieux classe supérieure ou plus, qui ont en fait souvent dans leur enfance pas du tout accédé à leurs émotions. Donc surtout les garçons, on leur apprendre à aller les garçons, même hommes cis hétérosexuels. Et voilà. Pour cet homme-là, les théories de l'attachement, ça va être génial. Et j'en ai vu sous mes yeux, vraiment des hommes pour lesquels ça a été une révolution. Parce qu'en fait, enfin, ils pouvaient comprendre que non, c'était pas des merdes, c'était pas des monstres, En fait, ils avaient été éduqués selon un schéma spécifique qui lui-même était issu du patriarcat et qu'en fait, eux-mêmes faisaient subir ça à leurs partenaires. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais les théories de l'attachement, leur tel succès, c'est de dire que ce qu'on a vécu dans l'enfance va se reproduire dans les relations adultes. Souvent amoureuses, mais pas que. Et ce qui est une théorie de la psychologie en général de toute façon, mais cette théorie-là en particulier, c'est vraiment très... les mots-là, évitant, etc., en fait, ce que ça signifie, c'est avec toi, je vais être évitant. En fait, ce que ça veut dire, c'est ne t'étonne pas si j'ai des comportements évitants. Ça, c'est parce que je suis ce type-là, en fait, dans ce truc de théorie de l'attachement. Mon problème, encore une fois, c'est que ça a permis à certaines personnes d'accéder à une forme de catalogue, en fait, à la fois de leurs émotions, de leurs réactions. Je parle des 4 F, là, freeze, fight, phone ou faint, et il y en a un autre, j'ai oublié, c'est marrant. Flee, ouais. Donc en fait, c'est les réactions qu'on peut avoir face à un conflit. Donc, c'est des mots anglais, de toute façon, on est très en anglais dans ce truc-là, qui disent en fait, face à un conflit, vous avez 4 manières de réagir. Soit vous foncez dedans et vous vous battez, soit vous évitez, soit etc. C'est pareil, en fait, pour moi, ça permet à des personnes qui n'ont jamais en fait su nommer leur rapport au conflit de trouver une réponse. Et en fait, quand on vient d'un milieu comme le mien, donc milieu populaire et milieu la nord-africain, en fait, nous, on a été définis par ailleurs par le racisme mainstream comme des gens qui avons trop d'émotions, dans tous les cas, surtout en tant que femme. Nous, on déborde trop, on parle trop, on s'agite trop et on est trop colérique, hystérique, triste, ce que vous voulez. Et je suis pas en train de dire qu'on n'a pas de problème de santé mentale ou que la psychologie ne nous concerne pas. Je dis juste que ce dispositif-là de clarification des émotions, des comportements et du catalogue qu'il y a autour de ça me semble correspondre à une subjectivité spécifique qui délaisse de fait les personnes, encore une fois, qui n'y ont pas accès, qui se trouvent intimidées par ce rapport-là et qui habitent leurs émotions de manière, par exemple, à embrasser la conflictualité. Moi, j'ai jamais ressenti que dans ma famille, on n'embrassait pas la conflictualité. On le fait de très mauvaise manière et là-dessus, on a encore plein de choses à apprendre, etc. Mais par contre, l'idée qu'on est dans un monde silencieux, un monde dissocié, un monde où on peine à entrer en contradiction, etc., pour moi, c'est symptomatique de la blanchité. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de personnes racisées qui ne sont pas concernées, mais qu'il va falloir travailler ces outils-là de sorte à ce qu'ils soient réellement inclusifs si c'est ce qu'on veut. Donc ça, c'est la première partie qui me pose un vrai problème avec cette psychologisation. En fait, pour moi, ça a résulté en une surpsychologisation des rapports humains. C'est-à-dire qu'on va avoir une lentille qui est finalement très intellectualisante, très rationnelle, en disant « Ah, en fait, si tu fais ça, c'est pour ça. C'est parce que tu as fait tel truc. » Oui, on essaie de régler les relations avec les bonnes techniques, quoi. Moi, c'est ça, je rejoins un truc de protocole derrière, en fait. Oui.
Et je rejoins. Dieu sait que j'aime les protocoles. Dieu sait que j'aime les modes d'emploi. Et je suis d'accord que ça marche particulièrement pour les familles de culture blanche, bourgeoise et tout, où par exemple on se crie pas dessus, Voilà. on n'est pas. Ouais. Et je rejoins le même agacement avec l'utilisation de la communication non violente. Ah, mais là, c'est encore pire pour moi. Bah oui, là, ça a été démontré que c'était un truc raciste et compagnie, quoi. Bah, c'est vraiment cringe Ça, aussi. c'est- Ah oui, oui. À la fois, bon, la base est quand même aussi intéressante et tout, mais on peut faire plein de critiques de ça. Et c'est ce qui fait que c'est un peu agaçant dans plein d'espaces militants d'entendre des gens dire tu comprends, quand tu m'as fait ça, j'ai ressenti tel truc, et ça vient me brasser à tel endroit, et blablabla. Enfin bref, oui, un truc. En fait, ça forme, c'est une forme de formatage qui est un peu agaçante et dont voilà, qu'on peut critiquer. Pour moi, c'est agaçant, c'est pour des raisons très systémiques, en fait. C'est-à-dire exactement l'exemple que tu viens de prendre là. Moi, on m'a déjà dit plein de temps, milieu militant, que j'étais agressive, que j'étais violente. Mais en fait, pourquoi on me dit ça ? Parce que, par exemple, je parle fort dans la vie. Et donc, c'est hyper intéressant de considérer que sous le paradigme donc, des besoins et des limites, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, tes besoins doivent être respectés et tes limites doivent être entendues et respectées aussi, une personne qui parle fort est très souvent, allez, je vais pas faire de généralité, mais très souvent considérée comme potentiellement plus agressive. Et en fait, ça en dit tellement long, justement, sur cette blanchité, en fait, inhérente, où ça veut dire que s'exprimer à voix basse, ça, c'est déjà montrer patte blanche au sens littéral du terme, tu vois. Comme si, en fait, c'était un passe d'entrée pour communiquer. Et toutes ces micro-violences-là, en fait, elles participent pour moi à un entre-soi réel, qui soit blanc et plutôt d'origine bourgeoise, de sorte à ce que nos corps, nos comportements... Moi, la nudité, par exemple, on m'a déjà dit ces trucs-là aussi. T'es trop découverte, peut-être, ça va... Donc, il y a tellement de couches, en fait, systémiques d'exclusion dans ce truc des besoins et des limites, mais qui n'est pas du tout dû uniquement aux théories de l'attachement. Moi, j'ai parlé des théories de l'attachement, mais oui, mais donc c'est tous vraiment ces pas que trucs-là ça. de CNV, tout pour que tout le monde se sente safe. C'est ça, parce que c'est ça l'objectif. Et donc ce mot-là de safe, de Ouais. dire, voilà, l'important c'est que, mais en même temps c'est tellement désirable. Enfin, encore une fois, on a été on a été en insécurité, certains, on est beaucoup à avoir été en insécurité même à l'intérieur de nos familles et tout. En fait, c'est normal d'avoir envie d'être dans un endroit où enfin on va pouvoir avoir plus ou moins la garantie qu'on va pas se faire agresser, on va pas se faire dominer, on va pas se faire... voilà, qu'on est dans des endroits safe. Et toi, tu mets en garde encore une fois toujours avec ton truc d'inconfort et tout, de dire bah déjà le safe ça existe pas. En fait, il y aura toujours des endroits où ça va être inconfortable pour vous et c'est pas mal. Non, forcément. c'est pas mal. Moi, Voilà. c'est plutôt la gestion de comment ça arrive qui va révéler la culture militante dans laquelle on est. Et c'est certainement pas est-ce qu'on est dans un milieu safe ou pas. En fait, même le truc de safe, maintenant j'arrête de dire safe, je dis sécuritaire, parce que c'est comme ça qu'on le traduit notamment au Québec, et je trouve ça très révélateur de dire... ouais, parce qu'à gauche, tout d'un coup, la sécuritaire, ça nous fait plus rêver là. Ouais, un c'est féminisme sécuritaire, écoute, c'est super. Ou en fait, plutôt, justement, on essaye de mettre des balises pour dire, voilà, les limites en fait de ce qu'on peut exprimer. Je prends un exemple très concret, voilà, si tu mégenres quelqu'un, c'est pas safe en fait, tu vas te faire reprendre. Si tu... Mais ça, c'est bien, non ? En fait, ça dépend de la manière dont c'est fait. En fait, quand t'as une personne qui n'a jamais interagi avec des personnes queer qui rentrent dans un milieu militant, moi je prends encore exemple, tu vois, de ma famille ou des trucs. Si en fait, et qu'en fait on leur montre et on leur fait sentir qu'en fait là t'as mégenré, c'est dégueulasse, c'est pas safe. En fait, juste de dire à quelqu'un c'est pas safe, est-ce que tu te rends compte pour quelqu'un, par ailleurs, qui a déjà vécu des oppressions toute sa vie, d'où je viens moi aussi, tu vois, de nous dire que nous, on n'est pas safe face à des blancs queer, tu vois, qui décident de faire des ads ensemble. En fait, pardon, est-ce qu'on peut juste un peu mettre une espèce de curseur pour dire qui décrit ce qui est safe ou pas, en fait. Parce que vous parlez d'un terme, là. Nous, et je peux comprendre que c'est inconfortable, que c'est dur, qu'on a de l'éducation à faire. Enfin, tu vois, je suis pas en train de dire acceptez-nous avec tous nos défauts et en fait... Non, mais je suis d'accord. Mais il y a un curseur à mettre pour moi, le mot de safe, comme le mot de trigger, tu vois, par exemple, qui veut dire être activé par quelque chose. Un trigger, ça veut dire que tu es témoin d'une chose, d'une situation, d'un discours qui te réactive une réaction traumatique. Ce mot-là, il est surutilisé dans les espaces où en fait on dit qu'on est trigger par quasiment n'importe quoi. En fait, tu n'es pas trigger, tu es en inconfort. Tu n'es pas trigger par de la génitalité, juste t'es pas à l'aise avec ça. C'est pas pareil. Je vois que le temps tourne et je voudrais qu'on parle de psychédélique, de BDSM, de jeûne et de twerk, mais on va pas pouvoir parler de tout en même temps sur le livre. Mais alors, pourquoi c'est des pratiques que tu investis? Est-ce que tu peux nous raconter ce choix de prendre le jeûne, le twerk, l'usage de psychédéliques comme étant des pratiques d'héropolitique? Exactement avec ce qu'on vient de dire là, une fois qu'on a posé ce cadre-là, et on peut être d'accord ou pas, enfin en fait on peut se dire on embarque ou pas avec ma critique, quoi, mais si on est d'accord avec moi, si donc l'idée d'être en vie et de faire communauté ensemble, de faire de la politique ensemble, notamment dans des espaces radicaux, ça c'est important pour moi de dire ça, et c'est pas des espaces mainstream, c'est de s'accorder le bénéfice du doute,
de se donner de la confiance et de se dire, en fait, là, on va à l'aventure ensemble et probablement il va se passer des merdes sur le chemin, mais on essaie de se tenir. Si ça, c'est la promesse et c'est la direction, alors les expériences héropolitiques que je peux proposer ne peuvent que aller dans le sens d'une dissolution de l'ego ou encore une fois d'une sortie de soi. Et ça veut dire qu'une expérience héropolitique, et là je prends vraiment expérience au terme dans la définition que Georges Bataille lui donne, qui est quelque chose qui... En fait, une expérience, c'est plus quelque chose qui te vit que toi-même tu ne le vis. C'est-à-dire que tu n'es plus maître ou maîtresse de l'expérience. Tu es au contraire dépassé, en fait. Et quand Ce qui ça arrive quand tu prends du LSD, par exemple, ou n'importe quelle drogue. Absolument. Tu ne peux pas contrôler le truc. Absolument. Vraiment, ouais. Et c'est pour ça, moi, je dis pour les personnes qui sont le plus habituées à avoir du contrôle. Et c'est pour ça que mon discours, il va aussi à l'endroit des minorités, même beaucoup, en fait. Nous qui sommes habitués à avoir peur tout le temps, à regarder 2 fois dans la rue par qui on est suivi, à ne pas se permettre de boire un peu trop en soirée. Bon, moi, je ne fais jamais ça, je n'ai pas fait ça depuis des années, je le ferai pas. Parce que justement, on sait que perte de contrôle peut rimer tellement vite avec agression et violence. À mon sens, il faut qu'on crée des espaces où c'est possible d'aller vers l'aventure et le risque. Et en faisant ça dans un contexte où c'est justement un peu sécuritaire, mais vraiment dans le minimum. Enfin, tu vois, vraiment, on se donne des balises pour se dire, bon, en fait, si ça craint ou si ça finit par craindre, qui sera là pour moi? Moi, c'est ça vraiment la question fondamentale. Et même dans le rapport sexuel, par ailleurs, tu vois, au niveau du viol, en fait, la question, c'est pas est-ce que je vais me faire violer, c'est quand ça va arriver. Est-ce que je suis dans un contexte où c'est possible d'en parler, où la personne qui l'aura fait ne sera pas définie par son comportement, mais plutôt qui aura commis un acte à un moment donné? Et est-ce que c'est possible que moi-même, je ne me définisse pas par cet acte-là? Très dur tout ça, hein, mais ça me semble être la direction la plus, encore une fois, excitante et la plus prolifique à choisir. Et c'est pour ça que je prends expérience du BDSM, qui est une expérience de dissolution de l'ego extrême, enfin, dans laquelle donc, je on fais... rappelle, c'est des pratiques, en fait, on n'arrête pas de dire BDSM, mais donc Oui. de bondage, domination, soumission, masochisme, et pareil, qui sont instrumentalisés aussi par des agresseurs. Enfin, il y a plein de... Mais qui sont aussi des lieux d'émancipation Absolument. et des lieux où c'est possible de le faire en féministe. Je sais même pas si j'irais jusque-là, moi. Ah ouais? Ouais. Mais par contre, je ne pense pas que... Mais ça veut pas dire que je considère que le BDSM est patriarcal non plus. Dire que je considère que c'est un espace de perte et d'abandon d'une partie du soi qu'on est censé performer dans la vie de tous les jours, au profit de rôles qui sont donnés et qui sont délimités, etc., dans lesquels on s'embarque avec quelqu'un ou quelqu'une et dont la promesse n'est certainement pas ni l'émancipation ni le féminisme, mais c'est l'expérience absolue, totale, et qui ne sait pas dans quel état ça va te laisser. Mais de faire ça avec quelqu'un, par contre, profondément, bien sûr, ça m'émancipe. C'est l'action, en fait, de le partager avec quelqu'un qui est plus émancipatrice que ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, ça peut être profondément patriarcal, si tu le regardes, tu vois, des trucs de domination, soumission, mise en théâtre, tu vois, de scènes horribles, de cruauté, etc. Mais ça peut être des espaces, je reprends mon exemple sur le pipi, ça se réfère au premier épisode pour savoir de quoi je parle, ça peut être des espaces profondément vulnérabilisants et d'ouverture totale à l'autre qui ne m'a jamais vu dans une posture aussi, je sais pas comment, ouverte, tu vois. Et pareil pour la domination, d'ailleurs, il en faut beaucoup pour dominer, tu vois, quelqu'un réellement. C'est vraiment réel. Et explorer un peu ces fantasmes, en fait, dont on parlait au début, de néantisation, de réduction à rien, de possession. En fait, moi, comme je disais au début, j'ai encore ces fantasmes au quotidien, mais plutôt de leur donner de la place dans le capitalisme, je préfère leur donner de la place, tu vois, dans le BDSM avec mes partenaires. Donc, c'est un bon endroit où les recycler? Je dirais les explorer de les sorte éprouver. à ce que... Ouais, voilà, les éprouver. Et tu vois, je dirais pas les purifier, par exemple, du tout. Parce que ça fait pas de moi une meilleure personne de faire ça. Ça fait de moi juste ça délocalise, en fait. Et peut-être que plus tard, ça sera encore ailleurs, tu vois. Mais j'aime bien l'idée que ça puisse... Parce que tu vois, l'idée il y a une idée un peu répandue que le BDSM, c'est un endroit où on expurge un peu tout et après on revient dans la société et c'est bon, on est propre. Quoi. Et c'est qu'un jeu. Tu vois, c'est pas un jeu du tout. Genre les personnes qui font du BDSM de manière aussi, en tout cas absolue que moi, on sait très bien que c'est pas un jeu. Il y a quelque chose de très réel qui se joue là, de très face à face avec justement ces désirs-là dégueulasses, de honte, tu vois, des affects un peu pourris, tu vois, au fond de toi, que quand on est féministe, on n'en parle pas trop, tu vois. Donc il y a quelque chose de très jouissif, tu vois, à les embrasser. Donc c'est jamais vraiment juste un jeu, c'est pas juste des rôles, tu vois. Et terrifiant. Et c'est ça qui est beau parce que c'est de l'inconnu encore. Donc ça pour le BDSM, les psychédéliques, facile, dissolution de l'ego totale. En fait, t'as pas le choix, tu bouffes tes champis, t'es là en train de faire une flaque avec le monde. Et en fait, t'es que un trou. Mais quand est-ce que c'est fini? Ouais. Il y en a encore pour 12 heures et bon courage. Oui. Mais il y a un peu un truc d'absolu en fait là-dedans, de se donner au monde comme une sorte, pareil, de réceptacle en fait, tu vois, infini. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus écologique pour moi dans les champis parce que c'est vraiment beaucoup plus... déjà, c'est de la pourriture que tu manges et qui te fait littéralement une intoxication alimentaire. Hein, c'est ça, un trip. Mais il y a quelque chose d'absolument magique dedans et une ouverture spirituelle aussi qui est hyper puissante. Enfin, moi, c'est des états de transe, tu vois, que j'ai connus dans ces expériences-là, dont tu n'es maître et tu n'es maîtresse de rien, en fait. Rien du tout. Donc, toute l'idée que tu es un corps réduit en miettes en 2 minutes.
Le jeûne, il y a vraiment l'idée aussi, pareil, de flirter avec des limites, tu vois, du corps. Avec la douleur, avec l'inconfort. Exactement. D'ailleurs, ça fait moins mal que ce qu'on croit. Enfin, là, je suis en jeûne, par exemple, j'ai pas, la faim n'est pas aussi tordante que ce qu'on croit. Un peu avec Ivan Illich. Ok. Ouais, aussi pour voir. Il y a vraiment un truc, en fait, où tu joues avec quelque chose qu'on t'a appris à considérer comme un danger. Pareil, tu vois, avoir faim, pour nous, dans les pays du Nord, inconcevable. Mange 3 repas par jour, produits laitiers. Enfin, il y a tout un truc où 4 même repas par jour. À la fois, il y a un hygiénisme de la consommation qui est extrême, notamment chez les femmes, avec le truc de compter les calories, la minceur, la grossophobie, etc. Mais en même temps, si tu manges pas, t'es bizarre. Tu peux pas ne pas manger. C'est impossible, on a besoin de manger. On m'a répété ça 1 million de fois, tu vois. Donc il y a un truc avec flirter avec les limites de quelque chose, tu vois, tout en sachant que ça me fait du bien. Il y a des vidéos là-dessus. Hydrique, je parle d'un jeûne intermittent, je parle pas d'un jeûne de gens qui vont pendant 40 jours sans manger. Hein. C'est pas ça dont je parle. Vous êtes d'accord? Dans nos pays industrialisés où en fait globalement on fait pas beaucoup d'activité physique, où on est assis devant un ordinateur à peu près toute la journée, peut-être à faire du sport 2 fois par semaine au maximum. Ouais, de sédentarité. En fait, on n'a absolument pas besoin de 3 repas par jour. Et du coup, d'avoir un discours comme je suis en train d'en tenir là, c'est très difficile de pas être recyclé par la grossophobie, développement personnel de. Là, en fait, il faut les discours sur l'anorexie aussi. Hein, absolument. Les trucs pro-Ana et tout, il y a de la vraie propagande anorexie, quoi. Donc c'est très dur, mais j'ai vraiment lu très peu de littérature qui soit sur ce fil-là, tu vois, qui vante les mérites du jeûne qui sont réels et qui est aussi un truc spirituel, tu vois. Moi, je viens d'une culture musulmane. En fait, le ramadan, tu vois, je l'ai fait. Dans toutes les traditions spirituelles, on jeûne. Par ailleurs. De toute façon. Donc il y a un truc aussi de reconnecter, tu vois, à cette pratique-là comme un peu un truc communautaire, de ressentir la faim. Et quand tu manges, pour le coup, c'est une expérience écosexuelle. Pour les gens qui veulent faire vraiment de l'écosexualité avec la bouffe, jeûner pendant, juste 16 heures et manger un truc que vous avez préparé. Voilà, t'en peux plus, en fait. C'est magnifique ce que t'es en train de vivre. Et la danse, le dernier truc, Emma Bigé, ça j'en ai déjà parlé. Comment la danse, en fait, c'est une manière, je le dis souvent comme ça, d'agiter les molécules jusqu'à me sentir moi-même molécule, quoi. Et c'est-à-dire que la danse, pour moi, n'est pas une chorégraphie prescrite ou qui est prédite. Du coup, les danses de salon, les danses de, tu vois, un peu chorégraphie et tout, j'arrive pas, c'est pas du tout mon endroit. C'est certainement pas une performance. C'est plutôt un lâcher-prise, en fait, quasi total, quoi. Et donc, quand tu danses dans des espaces avec, de la nature, avec d'autres gens, avec d'autres corps monstrueux, tu vois, qui ne sont pas faits pour danser, il y a tout un truc de comment la danse te traverse comme quelque chose de l'ordre du pur mouvement. En fait, comment on peut devenir un mouvement qui ne soit pas au service, en fait, du capitalisme. Et toutes ces étapes, c'est pas des étapes d'ailleurs, des expériences qui sont un peu comme ça sclérosées dans ma vie, mais qui ont toute une place à un moment donné de mon existence et qui continuent à l'avoir, me semblent être de sérieuses pistes de justement d'éprouver de l'héros politique quand on veut s'aventurer dans un espace qui soit pas agencé par la promesse d'un but. Moi, je pense que c'est par ça qu'on peut définir l'héros politique que je présente. Ni le BDSM, ni le jeûne, ni la danse, ni les psychédéliques ne vont te promettre un résultat. Tu vas pas finir mieux après, peut-être tu vas finir secoué, peut-être en miettes, etc. Mais par contre, tu te seras aventuré dans un endroit où, à un moment donné, l'ego n'est plus au centre de ta vie. Et ça me paraît être, à mon sens, indispensable d'expérimenter aujourd'hui pour pouvoir sortir du capitalisme, du patriarcat, du colonialisme qui surenchérissent la valeur de l'ego au point, quand je dis ego, c'est vraiment le soi, au point où en fait nous ne sommes que ça. Donc pour sortir de ça, il faut soit être queer, faire des expériences héropolitiques, ce qui revient pratiquement à la même chose en fait. Et il y a d'autres expériences héropolitiques qu'on peut tenter, qu'il s'agit d'inventer aussi. C'est pour ça que c'est important. En ce moment, ça m'intéresse beaucoup le tantra, par exemple. Pour ça. Okay. Je pense que ça en fait absolument partie. Enfin, quand j'écoute des personnes qui font ça autour de moi, en termes de toute forme d'expérience physique et psychologique, la méditation peut en être une, faire plein de pratiques en fait, qui sont pas destinées à faire de nous des meilleurs êtres humains. Ni plus productifs, même des moins bons, ni meilleurs, même des moins bons. Il faudrait que ce soit moins bon. Parce que d'ailleurs, c'est ça, toi, c'est ça, ça nous rend moins humains. Ouais, moins humains, moins humanistes, moins producteurs, etc. Et que ce soit collectif aussi. Ça, c'est important parce que tout ce que je mentionne là, c'est jamais des trucs que je fais toute seule. C'est toujours collectif et donc j'ai à cœur de porter des espaces, donc on n'en parlera pas là, mais des espaces sexpositifs ou d'autres, donc des espaces où en fait on met ça au centre et on se dit qu'est-ce que ça ferait si pendant une semaine, toi et moi, ou 10 autres personnes, ou 40 autres personnes, on essayait de vivre selon des lignes héropolitiques. Et ça me semble être accessible, possible et souhaitable, à l'opposé d'un féminisme qui, justement, voudrait plutôt, encore une fois, la réassurance, la limite, le safe, pour dire il faudrait surtout pas qu'il y ait quelque chose qu'on n'ait pas prévu qui arrive. Alors que moi, je suis en train de dire il faut surtout qu'il y ait des choses qu'on n'a pas prévues qui arrivent. Mais il faut qu'on le veuille collectivement. Parce que toute seule, c'est trop dur de faire ces expériences incroyables et ensuite de revenir dans le monde et d'être le seul lien entre tout ça. Tu vois, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait des gens qui accompagnent ça ensemble. Oui, que ça crée une culture aussi entre nous de faire ça, de récits d'expérience et tout. Et qu'encore une fois, ça a un rapport avec l'écologie parce qu'on ne va pas transformer le monde et tout sans se transformer nous-mêmes.
et que c'est pas que des petits délires là qu'on fait pour se faire plaisir en fait. C'est un sens politique de faire tout ça. Et tout ne fait pas plaisir. Encore une fois, là, je ne veux pas dire que mon expérience psychédélique, par exemple, elle me fasse plaisir. Quand je termine, je suis là en me disant merci, j'ai pas envie que ça se reproduise là. Genre vraiment le lavage de cerveau là. Non mais merci, au revoir en fait. C'est comme si tu reprogrammais ton ordinateur, tu vois, quand tu lui fais un... Tu le compares à des machines maintenant. Ouais, on peut. Bah, on va pas parler de trucs de cyberféminisme et tout machin, mais on aurait pu. Mais en tout cas, il y a des trucs un peu où on reprogramme tout, tu vois, on recalibre. Tu peux pas faire ça tous les jours. Ce serait pas, tu vois. C'est fatigant. C'est exactement. C'est bon, la paix. Mais une fois de temps en temps, une petite dissolution de l'ego, voilà, c'est pas mal. Je conseille ça à tout le monde. C'est ça ma prescription en tant que médecin, tu vois. Dissolution de l'ego pendant 2 mise au compost. N'oublie pas de le mettre au compost. Exactement. Très bien. Je te remercie pour tout ce que tu nous as expliqué. Merci. J'aime vraiment énormément ce livre et tout ce que tu as dit. Donc je vous recommande, chers auditeurs, de le lire, d'aller lire Héropolitique afin de dissoudre et de composter nos égos et de peut-être espérer transformer le monde. On va mettre toutes les références dans l'article qui accompagne l'épisode sur le Substack. C'est l'endroit où je poste des newsletters. Il y a aussi un chat des abonnés où peut-être nous pourrions partager des récits de compostage et de dissolution de l'ego et partager des pratiques héropolitiques concrètes. Si vous avez des commentaires, des questions, des partages, allez-y. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir, donc à partager ce podcast autour de vous. Chaque fois que vous en parlez, que vous laissez des commentaires, des étoiles, ça m'encourage à continuer. Ça permet à ces pensées de se répandre. Voilà, c'était Renverser la table, un podcast produit et créé par moi-même, enfin, qui suis-je, Victoire Chaillon, avec toute une équipe de femmes talentueuses comme Jeanne Longuigny, Solène Moulin, Amandine Gilou, Mélanie Vazeux. Merci beaucoup pour votre écoute et votre visionnage. À bientôt. Vive l'héropolitique. Salut Marianne. Merci. Fucking did it, bitch.